La barque et les trois oiseaux. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une contrée au sud, vivait un forgeron avec sa famille au bord de la mer. Leur vie n'était nullement paisible, car les conflits, les pénuries et les impôts pesaient sur eux. Sitôt l'argent était acquis, sitôt il était investi, sitôt il était perdu. Le forgeron vivait avec sa femme et ses enfants, un garçon appelé Armand et une fille appelée Louisa. Armand était très chamailleur, peu obéissant et égoïste, là où Louisa était douce, gentille et généreuse. Un jour, le forgeron reçut de la part du roi une immense commande, des armes, des armures et du matériel à produire dans un temps très réduit. Le forgeron décida alors de miser sur cette commande pour sortir sa famille de la misère. Cela faisait presque 3 semaines qu'il n'avait rien mangé, et pour survivre, il se contentait de racler les dernières miettes d'une énorme croûte séchée de fromage à l'aide d'un ciseau à bois. Le forgeron travailla ainsi durement, pendant 3 jours et 3 nuits, à la sueur de son front. Il ne dormait qu'1 heure avant de reprendre le travail. Il travailla avec tant d'acharnement que la commande du roi fut achevée avant la date prévue. Satisfait et reconnaissant, le bon roi paya le forgeron plus que la somme convenue. Le forgeron se hâta alors d'aller au marché. Il acheta du pain, de la bière, du fromage, ainsi qu'une grande jarre de crème. Quelle fête on lui fit à son retour! Sa femme l'embrassait, ses enfants l'enlaçaient en voyant ce qu'il avait obtenu. Il restait même beaucoup d'argent, tant et si bien qu'après consultation, le forgeron et sa femme décidèrent de se rendre dans un village voisin afin d'acheter un cochon et un peu de pâtisserie. Ils laissèrent donc les enfants dans la maison et leur demandèrent d'être sages et d'attendre leur retour. Les minutes s'écoulèrent, 1, 2, 3, puis les minutes devinrent des heures, 1, 2, 3, tant et si bien que la faim tiraillait le ventre de ces pauvres enfants. Au bout d'un moment, Armand en eut assez. Il se tourna vers la nourriture que son père avait apportée et observa minutieusement ce qu'il allait prendre afin, si possible, de ne pas être grondé au retour de ses parents. Il jeta finalement son dévolu sur la grosse jarre de crème. Il ôta le couvercle et commença à manger goulûment. À peine avait-il commencé que sa sœur lui dit: Armand, mon frère, que fais-tu donc là? Je mange de la crème, ma sœur. J'en ai assez d'attendre. Je t'en prie, arrête-toi, et attendons nos parents, il ne saurait tarder. Sottise que tu dis là, petite sœur. Ils nous ont oubliés, trop heureux de l'argent en leur possession. Je te parie qu'à l'instant où je parle, ils sont encore au village voisin et dévorent pour eux seuls les pâtisseries qu'ils nous ont promis. Eh bien, en punition, moi, je mange la crème, car j'ai faim, et s'ils n'en ont pas pour eux, tant pis. Aussitôt le petit garçon se mit à manger la crème de la jarre. Sa sœur le regardait avec beaucoup de peine. Elle ne voulait pas qu'il ait d'ennui, mais quand son frère avait une idée en tête, on ne pouvait pas lui faire entendre raison. Plus il mangeait, plus il était obligé de pencher sa tête vers le fond de la jarre, tant et si bien qu'au bout d'un moment, il glissa et se retrouva la tête, je vous prie de le croire, coincée dans la jarre. Aussitôt, il appela à l'aide. Sa sœur, le voyant, se dépêcha d'essayer de le faire sortir de là, de peur qu'il ne meure étouffé. Elle le prit par les jambes et tira de toutes ses forces, tant et si bien qu'elle parvint à le faire sortir, mais la jarre, en libérant son prisonnier, glissa, tomba et se brisa au sol. Et aussitôt la porte s'ouvrit, laissant apparaître leur mère. Lorsqu'elle aperçut la jarre brisée et la crème étendue sur le sol, elle devint aussitôt rouge de colère et déclara sans réserve: Ah, mauvais enfant! Voilà donc comment s'exprime votre gratitude envers nous? Si vous n'étiez pas ma chère, je vous jure que je bâillerais d'un soufflet si grand qu'on l'entendrait jusqu'en Toscane. Tenez, prenez ce panier, et allez chercher du poisson. Et ne revenez pas, je vous l'ordonne, avant qu'il soit plein à ras-bord. Elle était tellement en colère que les enfants sortirent de la maison sans dire un mot. Puisque leur mère leur avait ordonné d'aller chercher du poisson pour remplir le panier, ils se dirigèrent naturellement vers la mer avec leur canne à pêche et le panier.
Là, ils attendirent, mais rien ne mordait à l'hameçon. Alors qu'ils se lamentaient, un pélican se posa près d'eux. Il avait dans sa bouche un énorme poisson qu'il était en train de mâcher. Monsieur le pélican, Demanda Louisa. où pouvons-nous trouver des poissons aussi gros que celui que vous avez dans votre bouche? Je vous en prie, aidez-nous, ou nous devrons dormir dehors dans le froid de la nuit. Le pélican avala d'un trait le poisson, puis après un instant de réflexion, il déplia son aile gauche et pointa au loin, sur la mer, une zone où de très nombreuses silhouettes semblaient voler en cercle. Voyez-vous mes confrères là-bas danser la sarambande dans les cieux au-dessus de la mer? C'est là-bas, mes enfants, qu'il vous faut aller si vous souhaitez remplir ce panier comme si Jésus les avait multipliés. Prenez cette barque et ramez vers eux. Louisa remercia le pélican, et elle et son frère montèrent dans la barque. Ils ramèrent jusqu'à atteindre l'endroit où les pélicans volaient en dansant au-dessus de la mer et où ils plongeaient pour remonter de gros et gras poissons dans leur bouche. Les deux enfants, subjugués de joie par cette vision, se hâtèrent de mettre un filet à la mer et attendirent avec patience la première prise. Seulement, voilà, il n'y eut rien. Rien dans leur filet, ni au bout de leur hameçon. Les minutes s'écoulèrent. 1, 2, 3. Puis les minutes devinrent des heures. 1, 2, 3. Et finalement la nuit tomba. Et nos pauvres enfants n'avaient pas un seul poisson dans leur filet. C'est alors que le vent se leva. La mer devint agitée et bientôt la petite embarcation dériva lentement, lentement de plus en plus loin. Puis le vent se fit violent et vint la tempête. La barque dérivait, toujours plus loin par rapport au rivage. Louisa ramait pour atteindre la côte lorsque soudain, l'embarcation commença à faire demi-tour. Elle tournait sur elle-même. Louisa se tourna et vit que son frère ne ramait pas comme elle. Il semblait vouloir atteindre un tout autre endroit. Mon frère, je t'en prie, que fais-tu? La rive est de ce côté, et tu nous emportes au loin. Reprends-toi et gagnons le rivage. Non, Louisa. Répondit Armand. Regarde là-bas. Il y a tout un tas de poissons qui sautent par-dessus les flots. Nous n'aurions aucun mal à les attraper. Si nous revenons bredouille à la maison, Mère refusera de nous ouvrir. Je refuse de passer la nuit dehors dans le froid. Rame de mon côté au lieu de vouloir gagner la rive. Louisa ne savait que faire. Elle était si inquiète qu'elle ne ramait plus, et l'embarcation continuait à dériver. Furieux, Armand attrapa la seconde rame et rama vers l'endroit où tous les poissons dansaient à la surface. Mais la mer devint de plus en plus furieuse, et finalement, une lame de fond gigantesque emporta la barque très loin. Les enfants s'accrochèrent, ils luttaient pour ne pas sombrer dans les flots déchaînés, ils luttaient jusqu'à l'épuisement. Le lendemain, lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils étaient toujours dans la barque, mais perdus au beau milieu de la mer. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils dérivèrent, soit par la force de leurs bras sur une mer douce sous un soleil de plomb, ou bien par la force des vagues de dantesques tempêtes. Ils n'avaient rien pour se nourrir, et même lorsqu'ils parvenaient à attraper par chance une sardine, cela n'était pas suffisant pour combler des jours entiers de jeûne. Un matin, alors qu'ils étaient épuisés, ils aperçurent la terre ferme, et non loin de là, une petite chaumière qui laissait échapper de la fumée depuis sa cheminée. Ils ramèrent de toute leur force pour atteindre la plage, et une fois à terre, ils se dirigèrent vers la porte dans l'optique de demander le gîte et le couvert. Une agréable odeur de hareng cuit émanait de la bâtisse. Armand toqua alors à la porte. Ohé! Y a quelqu'un? Ouvrez-nous! Nous sommes affamés et cherchons un abri. Mais personne ne répondit. Alors Armand frappa plus fort. Ohé! Y a quelqu'un? Ouvrez-nous! Nous sommes affamés et cherchons un abri! Mais personne ne répondit. Alors Armand tourna la poignée de la porte et les enfants pénétrèrent dans la maison. Ils découvrirent de grands étals sur lesquels séchaient par milliers des poissons.
Une table était dressée, le pain, le fromage et les poissons étaient prêts à être dégustés. Armand s'installa alors à table et commença à manger sans demander son reste. Mon frère, S'exclama Louisa. ce que tu fais n'est pas très honnête. Nous devrions attendre que la personne qui vit ici ne revienne, afin de lui demander le couvert en toute honnêteté. Baliverne, le maître du logis n'est pas là. Profitons-en. Regarde toute cette bonne nourriture qui nous tend les bras. J'ai faim, moi, et je suis sûre qu'il comprendra nos agissements. Meurs de faim si tu veux, moi, je mange. Sans plus attendre, Armand festoya, se gavant de harengs, de pain et de fromage. Louisa ne fit rien, mais comme la faim lui tenait le ventre, elle ne picora que quelques mie de pain. Au bout d'un moment, les enfants entendirent des bruits de pas. Armand prit la main de sa sœur et lui ordonna de se cacher. La ténacité du jeune garçon s'était muée en peur, car il craignait maintenant que celui qui résidait ici ne soit un brigand. La porte s'ouvrit. Armand avait tout juste eu le temps de se cacher. C'est alors qu'apparut une femme. Elle était vêtue d'un tablier brodé, portait un fichu sur sa tête. Son visage était en revanche bien étrange. Il était divisé en deux. La partie de gauche était celui d'une vieille femme, tandis que l'autre était celui d'une femme beaucoup plus jeune et plus belle. Elle portait un harpon qu'elle déposa en entrant dans la maison, ainsi qu'un grand panier d'osier dans lequel il y avait de gros et gras poissons. Lorsqu'elle constata que le repas sur la table avait été mangé, elle demanda « Qui donc grignote? Qui donc croque donc? Qui boulotte mes beaux et gras poissons ?» Tandis que la femme cherchait les deux garnements, Armand se dirigea vers sa sœur. Mais alors qu'il observait la vieille femme, il ne remarqua pas que sous ses pieds s'était entremêlée la corde du harpon, et à peine avait-il fait un pas qu'il tomba au sol. Louisa se dirigea aussitôt vers lui. La vieille femme se retourna et dit d'une voix mielleuse : « Ah, vous voilà donc, mes petits vauriens. Ne craignez rien, mes enfants. Vous pouvez rester ici et manger autant de poissons que vous voulez. Il y en a assez pour plusieurs jours. » Les deux enfants, ravis, remercièrent la vieille femme et se mirent à manger. Armand se bâfrait toujours comme un ogre, tandis que sa sœur mangeait peu, afin de ne pas importuner leur hôte. Armand mangea tellement qu'à la fin du jour, il était repu, le ventre comme un ballon. La vieille femme, une fois le soir venu, les installa dans de beaux lits, et les adorables petits enfants s'endormirent. Mais une fois la nuit tombée, une ombre se déroba dans la maison et s'approcha du petit Armand. C'était la vieille femme qui les avait accueillis. Elle n'était nullement humaine, c'était une Tseuga, une méchante fée bannie par ses sœurs pour sa malfaisance, et elle avait installé ici sa tanière, car c'était un endroit parfait pour piéger les naufragés. Ces créatures étranges ont le corps ainsi que le visage divisé en deux parties, une très âgée et une très jeune. Et de sa main vieillie et crochue, elle traîna le pauvre petit Armand hors de la chambre, et sans plus attendre, lui dévora un bras avec une telle force que nul son ne put sortir de sa bouche. Puis, elle commença à grignoter le reste. La petite Louisa se réveilla alors en entendant un bruit lourd sur le sol. Elle se leva, sans se douter de rien, et en sortant à peine de la chambre, elle vit dans la clarté lunaire la mine effrayante de la vieille femme qui grignotait le corps de son frère. Aussitôt l'enfant frissonna, posa sa main sur sa bouche afin de ne pas hurler, et elle retourna dans sa chambre, se cacha sous la couverture en tremblant jusqu'à l'aube. Elle fut réveillée de force par la Tseuga, qui jeta au pied du lit de la petite la tête d'Armand et déclara : « Il a boulotté mes poissons, alors je l'ai boulotté. » Aussitôt la Tseuga s'apprêtait à dévorer la petite Louisa, mais elle tomba à genoux et pleura toutes les larmes de son corps pour obtenir grâce. Elle implora les dernières gemmes de bonté de la Tseuga, tant et si bien que cette dernière finalement flanchissa. Mais dès lors, Louisa dut travailler pour nourrir la Tseuga, nettoyer la chaumière, et cela du matin jusqu'au soir. Et chaque jour, la Tseuga lui donnait des tâches de plus en plus rudes à faire, et chaque soir, la pauvre petite se retrouvait seule dans sa chambre, avec la tête de son pauvre frère étendue au sol. Et chaque soir,
Elle implorait pour le repos de son âme. Mais un soir, alors qu'elle était encore exténuée et qu'elle priait pour le repos de son frère, la tête de ce dernier se mit à parler. Ma sœur, ma tendre sœur que je n'ai pas écoutée, ne pleure plus. Pour expier les malheurs que je t'ai causés, j'ai obtenu une grâce, mais pour cela, tu dois faire quelque chose pour moi. Rends-toi sur la petite île au nord d'ici avec ma tête. Une fois là-bas, tu entendras une voix l'appeler. Ne retourne que ma tête dans la direction de la voix. Pour rien au monde, tu ne dois te retourner. Si tu fais ce que je te dis, alors, pour toujours, je serai en état de t'aider. Louisa, complètement muette, prit alors la tête de son frère et l'emmena sur la petite île au nord de la maison de la Tseuga. Là, elle s'installa sur une dune et attendit en silence. Soudain, alors qu'elle était sur le point de s'endormir, elle entendit une petite voix qui lui parut être la voix de son frère. Conformément aux indications de son frère, elle ne retourna que la tête, et aussitôt, cette dernière brilla d'une lumière aveuglante, et lorsque la lumière disparut, la tête avait également disparu. À sa place, il y avait un coquillage écarlate, et lorsque Louisa posa son oreille dessus, elle entendit « Ma sœur, ma tendre sœur que je n'ai pas écoutée, ne crains plus rien. Désormais, je serai à nouveau à tes côtés. Peu importe quel malheur te frappe, je serai en état de t'aider. » Désormais, chaque fois que la Tseuga lui donnait une tâche trop difficile, elle prenait le coquillage, lui parlait, et, en un instant, le travail était accompli. Cela dura jusqu'au jour où un vieil homme arriva épuisé à la porte de la Tseuga. Il était si épuisé qu'il ne pouvait pas se défendre lorsque l'immonde créature l'enferma dans une cage au milieu d'une fosse aux crabes. Louisa avait pour tâche de nourrir le pauvre homme, et elle aurait bien voulu le libérer, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne pouvait s'approcher de la cage qu'en compagnie de la Tseuga, qui éloignait les crabes. Alors, un soir, Louisa prit le coquillage et demanda comment aider le pauvre homme. « Ma sœur, ma tendre sœur que je n'ai pas écoutée, ne crains rien. Rends-toi près de la fosse avec dans ta main une palourde et fais-la claquer 7 fois. Alors seulement, tu pourras aider ce pauvre homme. » Suivant les conseils de son frère, elle se rendit à la nuit tombée devant la fosse, une palourde dans la main. Là, elle la fit claquer 7 fois, et aussitôt elle vit une grande vague s'élever au-dessus d'elle pour, lors de sa chute, balayer tous les crabes qui s'éloignèrent alors de la cage. Louisa se dirigea alors vers la cage, l'ouvrit, et guida le vieil homme vers la barque par laquelle il était arrivé. Mais le jour allait se lever, et la Tseuga ne tarderait pas à vouloir trouver la petite. C'est pourquoi, à la surprise du vieil homme, elle le conjura de partir sans elle. Le vieil homme tenta bien de la raisonner, mais rien n'y fit. Alors, avant de prendre le large, il donna à Louisa une bague, où trônait en son centre un rubis sur lequel était gravé un chrisme. « Viens, mon enfant, accepte ce cadeau de ma part. Je suis sûre qu'il te protégera. C'est bien peu de choses par rapport à ce que je te dois, mais écoute ce conseil que je te donne. Sous aucun prétexte, tu ne dois te séparer de cette bague. » Puis, sur ces mots, le vieil homme prit la mer, et Louisa retourna dans la chaumière pour travailler. Mais lorsque la Tseuga réalisa la disparition du vieil homme, elle soupçonna très rapidement la petite fille. Mais elle avait beau la menacer, la brutaliser, elle ne dévoila rien. Mais la Tseuga avait à son service une mouette au pelage gris, qui avait tout vu depuis le début et qui lui raconta tout. Alors plus tard, la Tseuga attrapa la petite Louisa, lui extirpa le coquillage écarlate, le jeta de toutes ses forces dans la mer, puis elle exigea que Louisa remplisse des seaux d'eau afin de remplir le chaudron, pour officiellement dévorer la petite. Mais Louisa avait compris sa manœuvre, si bien qu'en se rendant près du puits, alors que le soleil était en plein zénith,
Elle déclara: Madame, venez voir, c'est incroyable! Avant que de fuir, le vieil homme a caché un fabuleux trésor dans le puits. Je vous prie de venir voir. La Tsaïga, curieuse, s'approcha du puits et vit bel et bien un grand éclat doré, mais ce n'était que le reflet du soleil sur l'eau. Je ne vois rien! Où est ce trésor? Ici, plus à droite, dans le recoin. Ne voyez-vous pas les diamants et les pièces d'or qui scintillent? La Tsaïga se pencha davantage, et Louisa, de toutes ses forces, la poussa de manière à ce qu'elle tombe dans le puits. Elle ferma aussitôt la grille qui permettait l'accès au puits. De cette manière-là, la Tsaïga mourut noyée. Louisa se rendit alors dans la chaumière pour manger à sa faim, puis elle monta dans la barque avec laquelle elle était venue, avant de prendre le large loin de la petite chaumière. Elle vogua pendant des jours, des nuits, mais un soir, sa barque fut endommagée par un récif, ce qui la poussa vers une île où vivaient des goélands. Très vite, les oiseaux allèrent à la rencontre de leur visiteuse. Ils se montrèrent extrêmement courtois avec elle, lui proposant de rester en échange de son aide pour veiller sur l'un de leurs semblables qui n'avait plus qu'une aile. Chaque jour, les goélands partaient à la pêche, tandis que Louisa prenait soin du goéland, désinfectant sa plaie, le lavant et le veillant tout en se confessant. Le goéland écoutait silencieusement et avec le plus grand respect compatissait avec Louisa qui pleurait la perte de son frère et de ne plus revoir ses parents. Mais vint un jour où le goéland se trouva bien mal. Ses confrères avaient beau tenter de guérir son mal, ils ne savaient que faire, si bien qu'ils envisageaient le pire. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de le sauver? Demanda Louisa. Les goélands se regardèrent et murmurèrent entre eux avant qu'un vieux goéland ne s'avance pour donner une réponse. Il y a bel et bien un remède. Il se trouve dans un palais de cristal, à l'ouest de cette terre. Il s'agit du fruit d'un olivier, aux couleurs d'automne. Mais l'une n'y a jamais accédé, à cause de celle qui la garde, la Bororga. Malgré cette menace, Louisa demanda aux goélands de l'emmener au palais de la Bororga. Ils avaient été si généreux avec elle qu'elle se disait redevable envers eux. Alors les goélands chantèrent, et de la mer jaillit un beau et majestueux navire en ivoire dont le mât était dépourvu de voile. Louisa monta dans le bateau, on déposa le goéland blessé, puis les autres goélands prirent place sur le mât, déployant leurs ailes. Aussitôt, le vent guida le bateau à toute allure vers une terre lointaine où trônait dans une crique majestueuse un palais de cristal. Louisa descendit, passa à la lourde porte du palais et pénétra dans un verger luxuriant où trônaient toutes les essences d'arbres fruitiers. Elle marcha longtemps avant de découvrir enfin le fameux olivier à la couleur d'automne. Elle s'apprêtait à en cueillir un fruit lorsque soudain, elle entendit une voix. « Qui donc ose? Qui donc projette? Qui donc est assez sotte pour espérer me voler mes fruits ?» Louisa vit descendre de l'arbre la Bororga, et elle fut prise d'une grande peur. Cette créature avait la tête, le torse et les bras d'une femme, d'une grande beauté, mais à la place de ses jambes, il y avait la queue d'un monstrueux serpent. Elle avait des ailes de chauve-souris, des cornes semblables à celles des antilopes. Sa peau aux reflets dorés était composée d'une multitude d'écailles. Elle s'approcha lentement, fixant des yeux la petite et dévoilant déjà ses terribles mâchoires. Elle demanda à Louisa la raison de sa venue, et la jeune fille répondit sans crainte. Mais la Bororga n'était pas disposée à accepter cette requête. Elle n'était pas une bonne personne. Tous ceux qui lui rendaient visite, disait-elle, finissaient tôt ou tard dans son ventre. Mais alors qu'elle allait la dévorer, elle remarqua au doigt de Louisa la bague, et ses yeux étincelèrent dès lors. « Je veux bien te permettre de partir avec un fruit de mon olivier, si tu me donnes cette bague. » Je ne peux hélas vous la donner. Celui qui m'en a fait cadeau m'a dit que je ne devais sous aucun prétexte m'en séparer. La Bororga insista, plusieurs fois même, mais à chaque fois Louisa refusait.
si bien que furieuse la Bororga tenta d'étrangler la pauvre enfant, qui à bout de souffle parvint à retirer la bague de son doigt et la fit tomber à terre. La Bororga relâcha son emprise, s'empara de la bague, la mit à son doigt, et aussitôt, elle s'enflamma. Le feu enfla si fort que la Bororga mourut carbonisée. Alors, Louisa cueilla un des fruits de l'olivier, l'amena devant le goéland malade, qui mangea alors le fruit. Une lumière aveuglante baigna le goéland, et lorsque cette lumière disparut, Louisa vit à la place Armand, son frère, qui se tenait debout devant elle. Elle a alors sauté dans ses bras, l'a serré fort contre elle. Il lui a demandé si elle avait un vœu plus cher que tout au monde. Elle a alors répondu qu'elle voulait que leurs parents soient auprès d'eux. Armand a écouté sa sœur. Il s'est tourné vers les goélands qui, sans un mot, ont pris le large avec le bateau. Et quelques minutes plus tard, ils étaient de retour et à bord du bateau, il y avait les parents des 2 enfants. Ensemble, ils se sont installés dans le palais de cristal, entouré de vergers. Il y avait ce qu'il faut pour manger, de la place pour s'y installer. Comme des seigneurs, ils ont vécu dans le bonheur.